Bonjour, donc on va commencer ce deuxième Midi Minatech by Giant de cette saison. Merci déjà d'être là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Cécile Morlot, qui est directrice de recherche CNRS et qui est chef d'équipe à l'Institut de biologie structurale, ici à Grenoble bien sûr. Et elle va nous présenter une conférence intitulée Click and Collect à haute résolution pour percer les secrets de la paroi bactérienne. Donc le strat est à toi, Cécile. Profitez bien de la conf. Merci. Ça marche. Donc bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter nos travaux que j'ai intitulés Click and Collect à haute résolution par rapport aux méthodes que l'on utilise pour étudier l'assemblage de la paroi bactérienne au cours de la multiplication des bactéries. Donc moi, effectivement, je travaille à l'Institut de biologie structurale, qui est ce bâtiment aux vitres bleu-vert sur l'avenue des Martyrs. Mais je vais vous présenter un projet qui est en fait à l'interface entre la biologie structurale et la biologie cellulaire. Donc je vais vous parler de bactéries, qui sont des organismes unicellulaires de dimension microscopique et qui peuvent en fait être 10 à 100 fois plus petits que des cellules humaines. Déjà, pour voir des cellules humaines, il faut arriver à grossir leur image environ 2000 fois à l'aide d'un microscope, de traitement d'image. Et donc sur l'image de gauche, ici, vous voyez un champ de cellules humaines qui a été coloré par des marqueurs fluorescents, donc des petites molécules qui émettent de la lumière. Et vous avez le contour d'une de ces cellules qui est délimitée par cette ligne pointillée. Et sur l'image de droite, au même grossissement, un champ de cellules bactériennes. Et une cellule correspond à ce petit ovale ici. Et en fait, il faut grossir l'image encore 25 fois pour parvenir à visualiser les contours de la cellule bactérienne. Donc la très petite taille des bactéries en fait des organismes particulièrement difficiles à étudier lorsqu'on veut les observer visuellement. Et pourtant, quand on arrive à les observer, on découvre un monde d'une richesse incroyable parce que les bactéries peuvent avoir tout un tas de formes. Donc sur cette diapositive, j'ai placé des images représentatives de bactéries observées en microscopie électronique. Et vous pouvez voir que certaines ont une forme de spirale, d'autres d'hélice ou encore de spaghettis ici, de coques, de sphères, de bâtonnets et parfois même d'étoiles. Et puis certaines ont ces appendices-là qui leur permettent de se déplacer dans leur environnement ou de s'accrocher à des surfaces. Donc, dans notre groupe de recherche, on étudie la morphogénèse bactérienne, c'est-à-dire des processus fondamentaux qui permettent aux bactéries de maintenir leur forme au cours de leur croissance et de leur division, donc pendant qu'elles se multiplient. Et on travaille en particulier sur une bactérie appelée Streptococcus pneumoniae, qui est plus communément connue sous le nom de pneumocoque. Et donc cette bactérie, c'est une bactérie à gram positif, donc je reviendrai sur ce terme ensuite. Et c'est également un pathogène humain opportuniste qui cause des otites, des pneumonies, mais aussi parfois des méningites et des septicémies. Et en fait, elle tue plus de 1,5 million de personnes par an dans le monde. Et en plus de ça, elle est relativement résistante aux antibiotiques. Mais cette bactérie, elle a aussi une forme très intéressante, parce qu'elle a une forme en ballon de rugby qui est un intermédiaire entre la forme allongée des bacilles, donc qui ont cette forme de bâtonnet comme Escherichia coli, et la forme plus ou moins sphérique des coques, telles que Staphylococcus aureus. Donc le pneumocoque, il est devenu le modèle bactérien pour l'étude du groupe morphogénétique des ovocoques, qui compte un certain nombre d'espèces pathogènes parmi les streptocoques et les entérocoques. Alors, la plupart d'entre nous se moquent certainement de savoir pourquoi telle ou telle bactérie a une forme spécifique, mais il semble que les bactéries, elles, y attachent une grande importance parce qu'elles vont reproduire cette forme génération après génération. Et si on prend l'exemple des bactéries de forme ovoïde, comme le pneumocoque, eh bien, la cellule mère ici va devoir se divisées en 2 cellules filles au cours du cycle cellulaire, et ces 2 cellules filles auront la même forme que celle de la cellule mère. Et si vous perturbez ce processus par des antibiotiques, par exemple,
eh bien, vous empêchez les bactéries de se multiplier et puis vous parvenez à les tuer. Donc la compréhension des mécanismes de la morphogénèse bactérienne permet de générer des informations qui, sur le long terme, vont aider à la découverte ou à la caractérisation de nouveaux antibiotiques. Alors, la forme des bactéries, elle est conférée par l'enveloppe cellulaire qui permet une classification en deux groupes, les bactéries à gram positif, comme Streptococcus pneumoniae, et les bactéries à gram négatif. Alors, ces deux groupes possèdent une membrane cytoplasmique, qui est une double couche de lipides, qui permet de séparer l'intérieur de la cellule, qu'on appelle le cytoplasme, de l'environnement extérieur. Et puis, les bactéries à gram négatif ont une membrane supplémentaire qu'on appelle la membrane externe. Et de façon très importante pour cette présentation, les deux groupes possèdent une entité commune dans leur enveloppe, qui est le peptidoglycane, que je vais nommer PG sur mes diapositives. Et cette couche de peptidoglycane, elle est relativement mince chez les bactéries à gram négatif et beaucoup plus épaisse chez les bactéries à gram positif. Donc, le peptidoglycane, c'est un polymère extrêmement résistant qui crée un maillage en 3 dimensions. Et il est composé de chaînes de sucre réticulées par des chaînes de peptides. Donc, les peptides, ce sont des polymères d'acides aminés. Et ces chaînes de peptides, au sein du peptidoglycane, peuvent également être liées les unes aux autres par des liaisons stables. Et pour cette présentation, j'ai besoin que vous vous rappeliez que les 2 derniers acides aminés portés par les chaînes de peptides sont 2 déalanines, que je vais appeler DADA. Donc, le peptidoglycane, il entoure la bactérie au-dessus de la membrane cytoplasmique et il confère leur forme aux cellules. Et effectivement, si vous purifiez du peptidoglycane, donc vous avez ici une image de peptidoglycane purifié, eh bien, il retient une forme relativement identique à des cellules entières de bactéries, comme vous pouvez voir sur la gauche. Et en plus de la forme bactérienne, le peptidoglycane confère la résistance mécanique de la cellule à toute une série de stress internes et externes. Donc, son intégrité est absolument essentielle à la survie de la bactérie. Donc, la synthèse du peptidoglycane, elle commence à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, donc, par une cascade enzymatique qui va mener à la synthèse de son précurseur, qui est un disaccharide, donc 2 sucres, un disaccharide qui porte une chaîne pentapeptidique, donc 5 acides aminés. Et ce précurseur, il est ancré dans la membrane cytoplasmique par un lipide. Donc, ce précurseur, il va servir de brique d'assemblage, de brique de base pour l'assemblage du réseau de peptidoglycane à la surface de la cellule. Donc, suite à sa synthèse, il est transféré vers la face externe de la membrane, où il va être pris en charge par les machineries de synthèse du peptidoglycane. Donc, ces machineries, c'est un ensemble de protéines qui vont fabriquer le peptidoglycane. Donc, ces machineries, elles vont polymériser le précurseur en chaînes de sucre, donc elles vont attacher des précurseurs les uns aux autres, et puis ces chaînes de sucre naissantes vont être incorporées au réseau de peptidoglycane existant par transpeptidation, qui est une réaction biologique qui permet de créer des liaisons covalentes, donc des liaisons stables entre les chaînes de peptides. Et c'est d'ailleurs cette réaction de transpeptidation qui est inhibée par les antibiotiques de la famille des pénicillines. Donc, les pénicillines, elles tuent les bactéries en les empêchant de fabriquer leur peptidoglycane. Alors, on distingue principalement 2 processus morphogénétiques associés à la synthèse du peptidoglycane. Donc, il y en a un qui permet aux bactéries de s'allonger, et je vais représenter le peptidoglycane d'élongation en orange sur mes diapositives. Et l'autre processus permet aux cellules de se diviser à travers de la synthèse de peptidoglycane qu'on appelle septal. Donc, je vais revenir ensuite sur le peptidoglycane septal et je vais le représenter en bleu sur mes diapositives. Et la forme des cellules dépend de où et quand les processus d'élongation et de division interviennent dans la cellule. Et ces processus, ils sont particulièrement difficiles à étudier chez les bactéries en forme d'œufs, comme Streptococcus pneumoniae, parce que chez ces bactéries, qu'on appelle ovocoques, donc,
la synthèse du peptidoglycane est confinée dans une région annulaire de dimension nanométrique au centre de la cellule. Donc les ovocoques, ce sont ces bactéries en forme de ballon de rugby et ils vont devoir reproduire cette forme au cours de leur multiplication. Par contre, si on inhibe des gènes, si on inactive des gènes impliqués dans l'élongation, on va obtenir des bactéries plus courtes, plutôt sphériques. Et si on inactive des gènes impliqués dans la division, on va obtenir des cellules de forme beaucoup plus allongée. Donc l'observation de ces formes indique que les ovocoques sont capables de s'allonger et de se diviser et que ces deux processus peuvent être découplés. Et par analogie, pendant longtemps, par analogie avec des bactéries qui avaient été beaucoup plus étudiées, qui étaient les bacilles, donc ces bactéries en forme de bâtonnet, on a pensé que le cycle cellulaire chez les ovocoques commençait par une première phase au cours de laquelle il n'y avait que du peptidoglycane d'élongation qui était synthétisé, et que la phase de division ne commençait qu'à la moitié du cycle cellulaire. Donc pour se diviser, les bactéries, elles synthétisent ce qu'on appelle du peptidoglycane septal, qui va permettre de former le septum. Et le septum, c'est une paroi de peptidoglycane qui va séparer la cellule en deux. Et une fois qu'il est synthétisé, ce septum va être clivé pour permettre la séparation des cellules filles. Et les régions clivées vont former les nouveaux pôles de la cellule. Mais ce qui est très intriguant, c'est que, sachant que le peptidoglycane est uniquement synthétisé au milieu de la cellule chez les ovocoques, on a eu beaucoup de mal à comprendre pendant de nombreuses années comment est-ce qu'on pouvait avoir deux types de synthèse du peptidoglycane, un qui permettait aux cellules de s'allonger et l'autre de se diviser. Et comment est-ce que la synthèse de ces deux types de peptidoglycane permettait de générer la forme ovoïde. Donc pour étudier cette question, il faut aller observer la synthèse du peptidoglycane au sein de la cellule. Donc pour ça, il faut arriver à intégrer des molécules fluorescentes dans le peptidoglycane. Donc des molécules fluorescentes, ce sont des petites molécules qui émettent de la lumière. Et une fois qu'on a intégré ces molécules fluorescentes dans le peptidoglycane qui est nouvellement synthétisé, on peut observer nos bactéries en microscopie de fluorescence avec un microscope. Donc pour arriver à marquer le peptidoglycane avec des molécules fluorescentes, on a développé une stratégie en deux étapes. Alors pour la première, on a collaboré avec un chimiste de l'université Grenoble-Alpes, Yung-Sing Wong, qui a synthétisé des analogues des deux derniers acides aminés portés par la chaîne peptidique du précurseur du peptidoglycane. Donc, ces analogues, qu'on va appeler des sondes, sont des dipeptides de déalanyle-déalanine. Donc, ils vont être capables de rentrer dans la cellule où ils vont être incorporés en position terminale de la chaîne peptidique du précurseur. Et donc ensuite, ils vont se retrouver dans le peptidoglycane nouvellement synthétisé. Et ces sondes, elles portent un groupe chimique azoture qui a la capacité de former des liaisons stables avec des groupes chimiques alcynes par chimie clique. Alors, la chimie clique, c'est une technique qui a reçu le prix Nobel de chimie l'année dernière, et elle est basée sur la capacité de groupes chimiques de très petite taille, donc dans notre cas un azoture et un alcyne, à former un composé spécifique et stable qui, dans nos expériences, sera un triazole. Et si ces groupes chimiques sont liés à des molécules particulières, comme par exemple dans notre cas la sonde DADA et un fluorophore, eh bien, la réaction clique va permettre de lier le fluorophore à la sonde. Donc, la deuxième partie de notre protocole de marquage a consisté à lier des fluorophores couplés à un groupe alcyne aux sondes qui avaient été intégrées dans le peptidoglycane nouvellement synthétisé. Donc, dans nos expériences, on fait pousser des bactéries en présence de la sonde DADA pendant une très courte période, pendant 5 minutes sur un cycle cellulaire qui fait environ 30 minutes pour le pneumocoque. Donc, pendant cette période, qu'on appelle la période de pulse, le peptidoglycane nouvellement synthétisé va intégrer la sonde, donc il va être marqué. Ensuite, on a la possibilité d'incuber nos cellules marquées en absence de la sonde. Et pendant ce temps, qu'on va appeler la période de chasse, le peptidoglycane marqué va être remodelé, donc son architecture va être modifiée dans le temps.
Ensuite, dans tous les cas, les cellules sont fixées et elles sont incubées avec le fluorophore pour permettre le marquage fluorescent du nouveau peptidoglycane. Donc, dans ces expériences, les sondes en verre vont rentrer dans la cellule, elles s'intègrent au peptidoglycane nouvellement synthétisé et les groupes cliquables qui sont exposés à la surface de la cellule vont ensuite se lier au fluorophore qu'on voit ici arriver en rouge. Et donc, dans ces expériences, la localisation des fluorophores va permettre d'observer les sites de synthèse du peptidoglycane. Donc, les cellules, une fois qu'elles sont marquées, elles sont préparées pour être observées en microscopie de fluorescence. Et sur toutes les images de microscopie de fluorescence que vous allez observer, donc vous allez voir des profils de localisation annulaire. Donc ces profils de localisation, ils correspondent à la position des fluorophores dans la bactérie. Et on peut les observer sous la forme d'anneaux, d'ellipses ou de bandes en fonction de la position de la cellule sur la lame de microscopie. Donc en d'autres termes, si la cellule est positionnée de façon verticale, on va voir ce profil de localisation annulaire sous la forme d'un cercle. Et si elle est positionnée de façon horizontale, eh bien on va voir un profil sous forme de bande parce que ce sera la projection 2D de l'anneau. Donc le problème, c'est que lorsque l'on observe des cellules dont le peptidoglycane nouvellement synthétisé a été marqué, quand on les observe par microscopie de fluorescence conventionnelle, donc à basse résolution, on observe toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on voit un anneau ici qui s'assemble, qui se forme au centre de la cellule. Donc ici, j'ai représenté le contour de la cellule avec des pointillés de façon artificielle. Donc le diamètre de cet anneau, au cours du cycle cellulaire, il va diminuer, et puis l'anneau du site de division parentale va finir par disparaître, et deux nouveaux anneaux de marquage vont apparaître au site de division des futures cellules fils. Et l'observation de ces trois sites de marquage indique que les cycles de division se chevauchent dans le temps chez les ovocoques. Et ça complique encore plus l'étude de la synthèse du peptidoglycane chez ces bactéries. Donc le problème, c'est que la résolution permise par la microscopie de fluorescence conventionnelle est limitée à 250 nanomètres à cause de la diffraction de la lumière. Et ça limite grandement l'observation de structures moléculaires dans la cellule parce que 250 nanomètres, ça correspond environ à un quart du diamètre d'une cellule de bactérie. Donc pour dépasser cette limite de résolution, on a implémenté depuis quelques années déjà des méthodes de microscopie super résolues et en particulier la technique de DSTORM pour Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy, qui permet d'atteindre des résolutions spatiales d'environ 25 nanomètres. Donc c'est 10 fois meilleur que la microscopie de fluorescence conventionnelle. Alors comment ça marche? Alors d'abord, en microscopie de fluorescence conventionnelle, tous les fluorophores qui seront présents dans le champ de microscopie, donc portés par les bactéries, vont émettre de la lumière en même temps. Donc ça va résulter en une image relativement floue au sein de laquelle on ne pourra pas distinguer deux fluorophores s'ils sont séparés par une distance inférieure à 250 nanomètres. Donc si on prend l'exemple de la tour Eiffel avec ses milliers d'ampoules, voici l'image qu'on pourrait obtenir si toutes les ampoules étaient allumées en même temps. Maintenant, lorsqu'on fait du DSTORM, alors le DSTORM, il a reçu le prix Nobel de chimie en 2014, lui. Donc le DSTORM, il se base sur l'utilisation de petites molécules fluorescentes qui ont la capacité de s'allumer ou de s'éteindre en fonction de leur état d'oxydation ou de réduction, donc en fonction de leur état chimique. Et sous illumination laser, ce mécanisme d'oxydoréduction va entraîner le clignotement stochastique de ces fluorophores. Donc si on prend à nouveau l'exemple de la tour Eiffel, c'est comme si ces ampoules émettaient de la lumière par intermittence. Donc une expérience de STORM consiste à acquérir des milliers d'images, parfois jusqu'à 15 000 images, pendant que les fluorophores clignotent. Et sur chacune des images acquises, on n'aura maintenant que quelques signaux fluorescents. Et passé la phase de collecte,
on va traiter ces images avec des algorithmes informatiques qui vont permettre de localiser précisément le centre de chaque signal fluorescent. Et donc, on va reconstruire une image finale qui est en fait la somme de la localisation de tous les fluorophores. Et l'image reconstruite permettra d'observer beaucoup plus de détails de la structure d'intérêt. Donc voici l'image prise par microscopie de fluorescence à basse résolution de cellules de pneumocoques qui ont été marquées par notre sonde ADADA et un fluorophore pendant 5 minutes. Donc une expérience de pulse. Donc, alors sur cette image, j'ai tracé le contour de 2 cellules de façon artificielle ici. Et si vous regardez ces 2 cellules, eh bien, le profil de localisation au milieu de la cellule, à basse résolution, il est relativement similaire. Et par contre, lorsque vous les observez en STORM, vous voyez que ce profil il est complètement différent. Donc sur ces images de microscopie, les cellules sont à différentes étapes du cycle cellulaire. On n'arrive pas à les synchroniser. Mais par contre, on peut les classer de façon chronologique sur la base de l'architecture, du profil de localisation et puis aussi du diamètre du milieu de la cellule mère. Donc, par simplicité, on a classé ces cellules en 3 grands groupes. Les cellules en phase précoce de division qui montrent un marquage sans signe de constriction, donc sans signe de resserrement au centre de la cellule. Les cellules en phase de division intermédiaire qui, elles, montrent un signe clair de constriction. Et puis les cellules en phase de division tardive qui ont un marquage au niveau du site parental de la cellule mère et puis 2 anneaux de marquage au site de division des futures cellules filles. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, de vous présenter toutes les données qu'on a obtenues avec ces travaux, mais je vais essayer de pointer quelques observations qui étaient intéressantes. Alors, d'abord, sur les cellules qui sont positionnées de façon horizontale sur la lame de microscopie, eh bien, on voit que le diamètre de la bande de marquage diminue au cours du cycle cellulaire. Donc ça, c'est normal, c'est parce que le septum est en train d'être synthétisé, il va être clivé aussi pour permettre la séparation des cellules filles, donc ce diamètre diminue. Et ce qui a été plus étonnant, c'est quand on a mesuré l'épaisseur de cette bande de marquage, alors là, ce n'est pas évident, mais en fait, elle augmente au cours du cycle cellulaire. Et ça signifie que l'allongement des cellules accélère. Donc à partir de ces mesures, on a pu, par exemple, calculer une constante d'accélération pour le processus d'élongation chez les ovocoques. Maintenant, dans des cellules qui étaient orientées de façon verticale sur les lames de microscopie, on a observé des profils de localisation beaucoup plus variés et qui ont permis d'observer la formation du septum, donc ce diaphragme qui va se fermer au cours de la division. Alors, on a fait tout un tas de mesures aussi sur ces profils de localisation et notamment on a mesuré cette épaisseur radiale qui est la distance entre la bordure interne et la bordure externe du marquage. Et on voit ici encore qu'elle augmente au cours du cycle cellulaire. Donc ça signifie que l'épaisseur de l'assiette septale augmente au cours du cycle cellulaire. Et ce phénomène, il peut uniquement être observé si le clivage du septum à sa périphérie, donc le fait qu'il soit coupé, si ce clivage progresse moins vite que la synthèse du septum. Donc à partir de ces mesures, on a pu calculer des vitesses de fermeture du septum et de clivage du septum. Et ce qui a été très intéressant d'observer aussi, c'est que dans les cellules en phase précoce de division, eh bien, on observe un seul anneau de synthèse du peptidoglycane. Et par contre, 2 sites de synthèse vont se séparer progressivement jusqu'à être clairement résolus à la moitié du cycle cellulaire. Donc, dans ces étapes-là, quand le septum est en cours de formation, eh bien, ces 2 sites de synthèse prennent la forme de 2 anneaux concentriques que l'on peut distinguer en DISTORM, mais qui ne sont absolument pas visibles en microscopie à basse résolution. Et une fois que le septum est sur le point de se fermer, ces 2 sites de synthèse sont visibles sous la forme d'un petit point qui est entouré par un anneau externe. Et puis une fois que le septum est totalement fermé, eh bien, le petit point central disparaît et on n'observe plus qu'un petit anneau au site de division de la cellule mère.
Donc pour essayer de déterminer la nature de ces sites de synthèse, on a ensuite travaillé avec des antibiotiques et des souches mutantes qui ont été fabriquées par notre collaborateur à Lyon, Christophe Granjas. Ces expériences ont permis d'inactiver des gènes impliqués dans l'élongation ou dans la division. Et puis, ces expériences ont montré que le marquage interne, que j'ai coloré ici en bleu, correspond à du peptidoglycane septal, voilà, qui permet, donc ça permet à la bactérie de se diviser, alors que le marquage externe, ici en orange, correspond à du peptidoglycane qui est synthétisé en périphérie du septum. Et c'est ce peptidoglycane-là qui permet aux bactéries de s'allonger. Donc on a ensuite complémenté ces expériences de pulse par des expériences de pulse chase dans lesquelles les cellules marquées étaient incubées en absence de la sonde pour une période donnée. Et donc ces expériences, elles nous ont permis d'étudier le devenir du peptidoglycane dans le temps. Donc là, on a créé un petit film pour vous permettre de comprendre ce qui se passe pendant la chasse. Donc sur une cellule, par exemple, qui a été marquée en phase précoce de division, eh bien, cette bande unique qu'on observe après le pulse va se diviser en deux bandes qui vont s'éloigner l'une de l'autre à cause de la synthèse de peptidoglycane non marquée au centre de la cellule. Et ce qui a été très étonnant, on a une grosse surprise quand on a mesuré l'épaisseur, quand on a comparé l'épaisseur de cette bande unique avec l'épaisseur de chacune des deux bandes. Parce que ces deux bandes sont bien trop épaisses pour coller au modèle de synthèse du peptidoglycane qui était initialement proposé et qui stipulait que la division, donc que la synthèse de peptidoglycane septal, ne commençait qu'à la moitié du cycle cellulaire. En fait, si ce modèle était vrai, on se serait attendu à ce que cette bande unique se divise en deux bandes dont la largeur ferait juste la moitié de celle-ci. Or, ce n'est pas le cas. Chacune des deux est beaucoup plus épaisse que ça. Et donc, cette observation, couplée à d'autres observations qui avaient été rapportées dans la littérature, suggère qu'en fait, ces deux bandes, elles contiennent déjà du peptidoglycane septal. Et que donc, chez les ovocoques, il semble que le peptidoglycane septal est synthétisé dès le début du cycle cellulaire, même si à cette étape, on ne voit pas de signe visible de division, on ne voit pas de constriction de la cellule. Donc tous ces profils de localisation, ils étaient quand même relativement difficiles à interpréter, et à un moment donné, on a ressenti le besoin de simuler in silico le processus de morphogénèse et de synthèse du peptidoglycane dans une cellule d'ovocoque. Donc pour ça, on a créé un objet ellipsoïde au sein duquel on a rajouté ou enlevé du matériel pour simuler les processus d'élongation et de division. Et puis on a également introduit un événement de marquage pour simuler en 3 dimensions les profils de localisation que l'on ne pouvait observer qu'en 2 dimensions sur nos images de microscopie. Donc ce modèle, il est gouverné par des paramètres qui sont évidemment extraits de nos données expérimentales et il nous a permis de tester différentes hypothèses concernant la dynamique de la synthèse de peptidoglycane septal et d'élongation. Donc ici, on a créé des films qui montrent ce qui se passe quand une cellule synthétise du peptidoglycane qui va être marqué à différentes étapes du cycle cellulaire. Donc dans le modèle qui colle le mieux à nos données, eh bien, le peptidoglycane septal et périphérique sont tous deux synthétisés. Le peptidoglycane septal et le peptidoglycane d'élongation sont tous deux synthétisés dès le début du cycle cellulaire. Mais à cette phase-là, ils ne peuvent certainement pas être séparés parce qu'ils doivent être. Les deux sites de synthèse ne sont pas visibles parce qu'ils sont certainement séparés par une distance inférieure à 25 nanomètres, qui est la résolution de nos images de microscopie. Donc on propose qu'à cette étape, en fait, le peptidoglycane septal soit synthétisé, mais qu'il soit tout de suite clivé, donc coupé en deux, pour se positionner de façon latérale. Donc dans ce contexte, on ne peut observer que de l'élongation cellulaire. Par contre, au fur et à mesure du cycle cellulaire, ces deux sites de synthèse vont pouvoir se séparer parce que la synthèse du septum progresse plus vite que son clivage à sa périphérie. Donc pendant les étapes intermédiaires, on va observer la formation du septum et les deux sites de synthèse vont apparaître sous la forme de
de deux profils concentriques au site de division de la cellule mère. Donc à ces étapes-là, on peut observer à la fois le processus de division et le processus d'élongation. Et puis, à la fin du cycle cellulaire, le septum est fermé, donc la synthèse de peptidoglycane septal s'est achevée, et par contre, la synthèse de peptidoglycane d'élongation persiste et prend la forme d'un petit anneau au site de division de la cellule mère. Et pendant ces étapes tardives, la séparation des cellules est couplée au processus d'élongation. Donc vous avez vu dans cette présentation que le marquage métabolique du peptidoglycane qui se base sur la chimie clique permet de suivre la synthèse de cette macromolécule sans perturber le processus physiologique, et puis que la microscopie super résolue d'Istorm permet de révéler des détails qui sont absolument invisibles par microscopie de fluorescence conventionnelle. Et dans notre cas, elle a montré que, contrairement au modèle initial qui proposait que on avait deux étapes distinctes et successives de synthèse de peptidoglycane d'élongation et puis de synthèse de peptidoglycane septal, eh bien en fait, on propose que ces deux types de synthèse soient concomitants chez les ovocoques et que la morphogénèse de ces bactéries reposerait sur la synthèse de peptidoglycane septal, ici, qui permettrait de former une première couche de matériel qui serait ensuite clivée à sa périphérie pour générer la paroi latérale ici, et que le peptidoglycane d'élongation est inséré dans ces régions clivées, à la périphérie du septum. Et donc les nouveaux hémisphères dans les cellules filles vont contenir un mélange de peptidoglycane septal et de peptidoglycane d'élongation. Donc maintenant qu'on a établi ce modèle de travail, on est en train d'étudier le rôle de tout un tas de gènes qui sont impliqués dans l'élongation ou dans la division. Il y en a environ, je sais pas, une quarantaine. Donc c'est un projet en cours. Voilà. Donc j'ai fini cette présentation et je voudrais particulièrement remercier la doctorante qui a travaillé sur ce projet, Jennifer Trouvé, assistée de Laure Bellard, une des techniciennes du laboratoire. Je veux également remercier les personnes qui s'occupent de la plateforme de microscopie à l'IBS, notre collaborateur à Lyon, Christophe Granjas, avec qui on travaille pour la génétique du pneumocoque, et notre collaborateur chimiste, Yung-Sing Wong, qui synthétise les sondes de marquage de la paroi. Et je vous remercie pour votre attention et je serai contente de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cécile, pour cette passionnante exposé. Donc, comme Cécile l'a dit, c'est le moment des questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle, on est prenant. Quelqu'un veut frisser la glace? Non, sinon, j'ai une petite curiosité pendant que le public réfléchisse. Pour la technique Storm que tu as présentée, bien sûr, il faut prendre plusieurs images. Donc, ça prend combien de temps d'avoir une acquisition comme ça par rapport à une observation standard? En fait, la durée d'acquisition des images Storm, ça prend à peu près 10 à 15 minutes. Mais les cellules sont fixées, donc elles sont figées dans leur état, dans l'état dans lequel elles sont après la phase de marquage. Donc ça prend 15 minutes, mais pendant ce temps-là, rien ne bouge dans la cellule. Alors qu'une expérience de microscopie conventionnelle, ça peut prendre, je sais pas, 5 secondes pour prendre une image. Nous, il nous faut 15 000 images, donc ça prend un peu plus de temps, effectivement. C'était justement pour ça, parce que je me demandais si on peut faire des études in situ en utilisant cette technique, et ce n'est pas possible. Non, il faudrait ralentir beaucoup le procédé pour pouvoir suivre. Alors, c'est possible, ça dépend ce qu'on veut faire. Nous, on veut voir vraiment des architectures, on veut les figer dans le temps. Donc, on travaille sur des cellules fixées, et ça permet, parce que pour acquérir ces images de Storm, on travaille avec des lasers qui sont très puissants et qui ont une certaine phototoxicité, c'est-à-dire qu'ils vont causer des dommages à la cellule. Donc, dans notre cas, on préfère travailler sur des cellules fixées. Maintenant, c'est possible de faire de la microscopie super résolue sur des cellules vivantes. Donc, dans ce cas-là, on essaie de se placer à des intensités de laser, des puissances de laser beaucoup plus faibles, et ça permet de suivre le mouvement des molécules dans la cellule. Donc, c'est possible dans certaines conditions en Storm, si les cellules supportent le tampon, donc le milieu liquide qu'on utilise pour le Storm. Et sinon, on peut faire ça avec une autre méthode de microscopie super résolue qui s'appelle le PALM et qui, lui, utilise non pas des petites molécules fluorescentes, mais des protéines fluorescentes
qui ont la capacité de passer, d'émettre de la lumière dans le vert ou dans le rouge, en fonction de leur état d'excitation. Et dans ce cas-là, on peut arriver à suivre le mouvement de protéines dans la cellule. Donc c'est quand même possible dans certaines conditions. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle? Oui. Ah non, en fait, on monte les cellules entre lame et lamelle. Alors, on a deux possibilités. Si on veut que les cellules soient allongées de façon horizontale sur la lame de microscopie, on les place entre lame et lamelle, et puis on place les lamelles sur le microscope. Et quand on veut les observer et les positionner de façon verticale, en fait, on les piège dans des micro-puits d'agarose. Donc, on fait une espèce de gel qui va contenir des micro-puits. Et quand on dépose notre échantillon de cellules là-dessus, les cellules vont rentrer dans ces micro-puits et puis se positionner sur l'un des pôles. Donc, on n'utilise pas de pince optique. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais peut-être une question un peu décalée. Est-ce que vos travaux permettent d'améliorer les propriétés antibactériennes de surface, par exemple? Alors, ce qui est sûr, c'est que ces travaux, alors je l'ai évoqué assez brièvement, parce qu'on fait quand même de la recherche qui est très fondamentale, mais on génère quand même des informations qui permettent de comprendre comment les bactéries se divisent et se multiplient. Donc ces informations, donc si on arrive à empêcher une bactérie de se multiplier, on va la tuer. Donc on peut développer des stratégies antibactériennes à partir de ça. Nous, dans notre groupe, on ne fait pas de développement d'antibiotiques. Par contre, par exemple, là je peux vous donner un exemple assez concret, ces travaux qu'on a fait en localisation super résolue, récemment ils ont permis d'étudier le mode d'action d'une nouvelle molécule qui a un potentiel antibactérien, parce qu'on a vu que cette molécule, elle se localisait aussi au centre de la cellule. Donc en comparant sa localisation à haute résolution avec les sites de synthèse du peptidoglycane, ça nous a permis d'avoir des informations qui suggèrent qu'effectivement, cette petite molécule, elle cible la synthèse du peptidoglycane. Donc effectivement, ces travaux peuvent être dans certaines conditions dérivés pour découvrir, améliorer ou caractériser des antibiotiques. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez fait des tests avec d'autres espèces de bactéries du même genre bactérien, des streptocoques notamment? Oui, et c'est pas toujours simple, parce que donc ça marche, mais il faut une certaine optimisation, parce que ces sondes, elles rentrent plus ou moins bien en fonction de l'espèce bactérienne. Donc on a réussi à faire des marquages sur des entérocoques, sur des bacilles à gram positif, donc du Bacillus subtilis. On n'a pas encore fait les grammes négatifs, mais c'est possible, il y a d'autres groupes qui le font. Mais dans tous les cas, il faut réoptimiser toutes les conditions de l'expérience. Les durées d'incubation, parce que ça aussi, ça dépend de la durée du cycle cellulaire. La quantité de sondes avec laquelle on va incuber les bactéries, et puis le storm aussi peut nécessiter pas mal d'optimisation pour avoir un signal qui est le plus spécifique possible, donc en gros augmenter le signal par rapport au bruit. Donc ça ne se fait pas en une semaine. On a une autre question là-bas. Merci, votre exposé était remarquablement clair et agréable à suivre. Vous avez dit au début qu'en agissant sur ces protéines, vous pouviez arriver à changer la forme des bactéries. Est-ce que vous avez donc suivi aussi ce genre de mécanisme par les techniques d'imagerie que vous avez utilisées? La fin de la question, est-ce que vous avez utilisé les mêmes techniques là, pour regarder ça sur lorsque vous avez modifié la forme de ces entités? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait. On est en train de travailler sur une série de souches mutantes qui sont intéressantes parce que les gènes mutés sont impliqués soit dans l'élongation, soit dans la division, pour justement essayer de comprendre le rôle de chacun des gènes, donc ensuite de chacune des protéines qui sont issues, produites à partir de ces gènes, dans la génération de la forme. Donc c'est ce qu'on est en train de faire.
ce moment. Et on voit plein de choses intéressantes. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples, mais dans les cellules qui s'allongent beaucoup, eh bien, on voit plusieurs sites de synthèse qui vont s'organiser comme en forme d'échelle tout le long de la cellule. Et puis, pour les cellules plus courtes, enfin, les cellules relativement sphériques, eh bien, dans certains cas, on ne voit plus le marquage de peptidoglycane externe. Là. On ne retient plus qu'un seul type de synthèse du peptidoglycane. Donc tous ces détails, ça permet vraiment de comprendre quel est le rôle de chacun des acteurs de la morphogénèse. Une autre question là-bas, ouais. Bonjour, merci pour la présentation, très intéressant et intriguant en même temps. J'ai une question un peu générale par rapport justement les morphologies des bactères, mais en général aussi, c'est pour ça que peut-être un peu une question un peu plus générale. Est-ce que sont tout à fait clairs les mécanismes qui règlent, par exemple, les procès différents qu'il va agir notamment, j'ai un peu dans la tête, par exemple, la forme de certains organes qui sont très spécifiques et qui finalement sont réglés peut-être que d'un procès plus complexe, voire chimique ou électromagnétique, pour justement arrêter un certain procès, un certain mécanisme, pour ensuite passer à un autre mécanisme qui va... Alors, il y a beaucoup de choses dans la question. Donc, je vais déjà répondre par rapport aux bactéries. Alors, justement, c'est parce qu'on ne comprend pas bien justement ces mécanismes de morphogénèse qu'on les étudie. Donc, pour l'instant, dans une cellule ovoïde, mais bon, il y a d'autres groupes dans le monde qui travaillent sur d'autres formes cellulaires. Dans le cas des organes, c'est encore différent parce que c'est un assemblage de cellules humaines qui sont plus grosses. Donc ça, je ne suis pas compétente pour répondre exactement à la question. Au niveau de la conservation des processus, alors c'est très différent entre cellules eucaryotes et cellules bactériennes. Maintenant, si on prend les cellules bactériennes, déjà, il y a un certain nombre de processus qui sont conservés dans les mécanismes de morphogénèse. Par exemple, la synthèse du peptidoglycane, elle se passe toujours par la formation de chaînes de sucre qui vont être réticulées par des peptides. Par contre, les gènes qui sont impliqués dans ces processus, ils vont présenter certaines différences. Et puis, le positionnement de ces processus de synthèse dans la cellule, ils vont aussi varier. Certains, bon, dans notre cas, ça se passe au milieu de la cellule. Chez les bacilles, là, je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais bon, il y a une partie du processus qui se passe au milieu de la cellule, et puis l'autre partie, elle se passe sur tout le corps de la cellule. Il y a des bactéries qui poussent aussi de façon polaire, c'est-à-dire que le peptidoglycane va être synthétisé uniquement d'un côté de la cellule. Donc, le cœur des processus qui permettent la synthèse de la molécule, donc au niveau, au niveau de l'activité des protéines, il est relativement conservé. Par contre, la dynamique, là, il y a beaucoup de variations. Donc, par dynamique, j'entends localisation et cinétique. Il y a des variations qui vont permettre justement de faire varier les formes de cellules. Et il y a tellement de diversité de formes bactériennes qu'on est loin de comprendre comment ça se passe dans chaque cas. Okay. Et juste pour préciser du coup, la question, du coup, dans cet exemple de votre étude, par exemple, est-ce qu'il y a... C'est clair ou pas le mécanisme, par exemple, pour arrêter, en fait, par exemple, c'est pas si clair que ça non plus. En fait, il y a aussi des contraintes physiques qui rentrent en compte. Comment est-ce que la cellule définit le site de division? Comment est-ce que, comme vous dites, comment est-ce qu'elle décide qu'elle a suffisamment... elle s'est suffisamment allongée pour arrêter ce processus. Donc il y a des équilibres biologiques, il y a des équilibres physiques aussi qui se passent. Donc c'est vraiment un équilibre entre plusieurs paramètres biologiques et physiques. Et puis donc c'est pas toujours totalement organisé. Enfin, je pense pas que ce soit toujours totalement organisé et mécanistique. Je pense que ça se passe plus ou moins bien. Il y a des mécanismes aussi qui permettent de réparer des erreurs s'il y en a. Et au final, tout ça fait qu'on obtient la forme qu'on veut. Mais il faut le voir, je pense, plus comme un problème d'équilibre que comme un processus qui va être super organisé et orchestré comme l'assemblage d'une voiture, par exemple.
Du coup, par exemple, un critère de pression que voilà. Il y a ça aussi qui compte. Il y a tout. Il y a les, voilà, des paramètres qui sont apportés par la physiologie de la cellule elle-même et puis par l'environnement extérieur aussi. Si les cellules poussent dans un environnement autre que leur environnement habituel, elles peuvent changer de forme. Il y a une certaine plasticité dans ces processus. Et ça peut être un avantage, hein, parce que quand la cellule a besoin de s'adapter à certaines conditions environnementales, je sais pas, d'augmenter sa surface d'échange, d'échapper au système immunitaire, elle va pouvoir faire varier sa forme pour répondre à ça. Merci beaucoup. Je suis désolé, Valérie. On doit finir. Je vous invite, si vous avez encore des questions, à poser les questions pendant qu'on mange nos sandwichs. Et je vous invite à remercier Cécile Morleau pour cet exposé très intéressant et passionnant. Et avant de partir, j'ai des annonces à faire. Donc, le premier, c'est pour les prochains Midi Minatech de la semaine prochaine, vendredi 6, qui sera donné par Emmanuel Delamarche, qui est chercheur et senior manager en fluidique au sein de la société Spiden. Et la thématique de sa conférence sera Chips and Tricks for Diagnostics. Il va nous parler de diagnostic en temps réel, également appelé au point d'intervention. Et l'autre information, c'est pratique, il faut sortir tous par là et les sandwichs sont en bas à la salle Palladium, comme d'habitude. Merci beaucoup et à vendredi prochain. Merci. Merci. Oui.